intervention. Un petit mot d'établissement qui concerne le titre. Ici, par milieu institutionnel chinois de langue, je voulais dire que ce sont des universités chinoises spécialisées dans l'enseignement des langues. En ce qui nous concerne, c'est l'enseignement du français et de langue étrangère. Je pense que cette distinction est très importante parce qu'en Chine, la même langue peut être enseignée soit comme langue première, langue deuxième et troisième langue étrangère. Et mon intervention comporte en fait deux parties. Excusez-moi. Première partie, je vais apporter d'abord des concepts clés du cadre susceptibles d'emprunter à l'enseignement-apprentissage en Chine. Et dans un second temps, je vais apporter leurs adaptations nécessaires et possibles dans le contexte chinois. Alors si je disais adaptation nécessaire, c'est parce que justement ça poserait des problèmes, des problématiques. C'est pourquoi il faut une certaine adaptation. Donc je passe d'abord. Première partie, c'est l'utilité du cadre en milieu institutionnel chinois de langue. Alors, on sait très bien que le cadre a fait une description de contenu, d'objectifs et de méthodes. Je pense en plus de cette utilité plutôt fonctionnelle. Moi, je pense que ce cadre a proposé une série de concepts clés. Comme vous le voyez maintenant sur l'écran, ce sont des approches actionnelles, compétences générales, individuelles, partielles, et des compétences communicatives langagières qui ont retenu notre attention en Chine. Je m'explique. D'abord, pour l'approche actionnelle de l'enseignement, apprentissage des langues, je pense qu'il suffit de faire une comparaison entre l'approche actionnelle et l'approche communicative. Je me suis inspiré de Christian Buren pour illustrer cette distinction ou cette portée, cette importance. Alors, dans l'approche actionnelle, on forme un acteur social, ça veut dire c'est pour viser à agir avec les autres sous la formation de coaction afin de créer ensemble des ressemblances. Je pense que je le comprends dans la perspective plutôt de transculturelle. Alors que dans l'approche communicative, on essaye de former un communicateur, ça veut dire on les fait parler avec les autres, avec des interlocuteurs, agir sur les autres, sur les interlocuteurs. C'est dans la perspective interculturelle. Alors, sous la forme d'interaction, afin de se préparer à vivre ensemble avec leurs différences. Voilà la grande distinction entre ces deux approches. Alors, cette conception ou ce concept est très important, très intéressant pour nous, parce que, je veux dire, il y a deux choses. D'abord, pour nous en Chine, ça facilite ou ça favorise l'évolution du statut du sujet apprenant dans le processus de l'enseignement-apprentissage des langues du point de vue méthodologique. Parce que à l'époque où sous la méthodologie traditionnelle, c'est-à-dire la traduction grammaire, qui est omniprésente même en Chine, même actuellement en Chine, c'est l'enseignant et l'enseignement qui joue le rôle important dans la classe de langue. Et avec cette approche communicative, approche actionnelle, comme on considère les apprenants désormais non comme élèves, comme enseignés, mais comme acteurs sociaux, c'est-à-dire comme un homme, un citoyen à part entière. Ça facilite, ça évolue. Donc, élève en quelque sorte le statut du sujet apprenant.
Et au niveau didactique, c'est corrélativement, avec cette approche actionnelle, on renforce, on s'intéresse plutôt à l'autonomie, c'est-à-dire apprendre. C'est le déplacement de la centration sur l'enseignement vers la centration sur l'enseignement. C'est en quelque sorte, donne un fondement théorique pour ce déplacement. Et puis deuxième section, alors dans le cadre nous a éclairci une série de concepts comme compétences générales, individuelles. Alors là, je voulais dire, le cadre a très bien fait une nette distinction claire entre compétences générales individuelles et compétences communicatives, langagières. Je m'explique. Alors, en ce qui concerne les compétences générales, individuelles, ça veut dire, cela comporte les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-apprendre. C'est l'essentiel. Alors, pour nous, c'est aussi très intéressant parce que les compétences générales individuelles, ce n'est pas seulement des conditions, si vous voulez, pour apprendre une langue étrangère. C'est aussi une condition pour former des gens dans le sens du citoyen, de l'homme. C'est pour ça que l'enseignement des langues étrangères pour nous, c'est une façon de s'ouvrir sur l'autre et de découvrir sa culture, pour s'enrichir et se développer culturellement et personnellement. Alors à partir de cela, je pourrais tirer trois enseignements de ce nouveau concept de compétences générales individuelles. D'abord, à reconnaître cela, ça veut dire en quelque sorte on légitime de ce que M. Robert Gailson a dit, c'est l'éducation par les langues culture. C'est-à-dire jusqu'ici, au moins en Chine, on fait la formation des gens aux langues culture. Ça veut dire, dans ce cas-là, c'est formation ou éducation, c'est comme un moyen. Langue, culture, c'est le but. C'est dans la perspective de l'instrumentalisation. Alors à partir de là, quand on reconnaît cela, on légitime, on reconnaît officiellement l'éducation par. Là, c'est un grand changement. L'éducation devient un but. Alors, les langues, culture devient un moyen. Ensuite, cela favorise l'autonomisation de notre didactique des langues et culture en tant que discipline à part entière. Parce que jusqu'ici, je disais, en Chine au moins, on considère que les professeurs de langue, ce sont des praticiens par rapport à des théoriciens, à des didactiques, à des linguistes. Et troisièmement, je voulais dire aussi, cela permet de s'écarter progressivement de la conception purement et simplement instrumentaliste de langue. Je voulais dire, en Chine, on dit toujours qu'est-ce que c'est que langue? La langue, c'est un outil de communication. Je dis que oui, mais ce n'est pas seulement un outil de communication, il faut dépasser ce concept. Alors c'est très important, parce que sinon en Chine, je pense surtout en Chine, partout, il y a des formations des centres de formation de langue. À la librairie, il y a beaucoup de livres qui disent 900 phrases pour apprendre une langue française, le français. Vous allez réussir en 3 semaines, etc. Vous voyez, c'est la forme. Je voulais dire, on cherche un résultat immédiat. En fait, non, c'est pas si simple que ça. Ensuite, alors pour ce qui est de la notion de compétence partielle, ça veut dire, avec le cadre, on reconnaît officiellement en quelque sorte une maîtrise imparfaite à un moment donné d'une langue étrangère. La compétence, c'est aussi, je pense, reconnaître une compétence partielle, on reconnaît aussi une compétence fonctionnelle, c'est-à-dire par rapport à un objectif délimité. Désormais c'est possible. Alors pour nous, en Chine, c'est aussi intéressant, c'est un concept très intéressant, parce que jusqu'à maintenant, notamment dans les universités spécialisées de langue, on s'en tient toujours que enseigner une langue étrangère aux étudiants, c'est de former un étudiant qui est capable de tout. C'est-à-dire, c'est le développement en parallèle intégrant de 4 compétences, savoir parler, savoir écrire, etc. C'est ce que Madame Eveline Rosen a dit, on rêve
un super apprenant de langue. Mais en réalité, on n'arrive jamais à trouver un super apprenant de langue, notamment au cours de leur apprentissage. Pour ce qui est de compétences langagières, je passe très rapidement. Le cadre a en quelque sorte complété cette notion classique, qui désigne trois composantes pragmatiques, linguistiques et socio-linguistiques. Je voulais insister plutôt sur les activités langagières, c'est-à-dire la réception, production, interaction et médiation. Alors un point important à souligner, c'est que désormais on ne considère plus les compréhensions orales, écrites, expressions orales, écrites comme les 4 compétences classiques fondamentales. Mais c'est ce qu'on dit toujours en Chine. Maintenant, d'après le cadre, ça devient des activités langagières. Alors l'importance est là. Cela entraînerait des conséquences non seulement dans l'organisation de l'enseignement, mais aussi dans la présentation du contenu des cours. Enseignement, alors ça veut dire, jusqu'à maintenant en Chine, on organise des cours selon les 4 compétences. Si bien que, dans un cours oral, les étudiants n'écrivent rien, ils ne portent rien sur eux, ils n'apportent que leur oreille, leur bouche. Quand le professeur leur demande d'écrire quelque chose, ils s'en fichent, ils refusent, en disant que notre cours, c'est cours oral, à quoi bon écrire? Alors dans le cas contraire, lorsqu'il s'agit d'un cours de lecture, alors que les étudiants s'intéressent uniquement à la lecture, à lire silencieusement, individuellement ou collectivement. Et maintenant, avec ce concept, alors on comprend désormais lire, écouter, parler, écrire, constitue des chemins parmi tant d'autres pour mener à la langue future cible. Ça veut dire désormais, dans un cours oral, on peut former les étudiants à partir de lire, écouter, parler, écrire. C'est théoriquement fondé, pratiquement faisable, d'animer une classe de langue par tous les moyens possibles, séparément et ou conjointement. Bien. Alors, après avoir relevé ces concepts nouveaux, susceptibles d'être empruntés à la Chine, au contexte chinois, je passe maintenant à l'interprétation du cadre. Au contexte chinois. Alors, je dis, si ces concepts nouveaux sont appréciables et utiles, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont directement et automatiquement transférables. Ça dépend du contexte. Il faut les adapter adapter au contexte chinois. Alors là, je reprends les termes, les sujets que je viens d'évoquer. Par exemple, approche actionnelle en Chine. Alors, en appliquant cette approche actionnelle en Chine, on risque de rencontrer des contraintes. La première contrainte est la résistance soutenue, durable de la méthodologie traditionnelle que j'ai évoquée. Parce que cette méthodologie est essentiellement caractérisée sur la centration sur l'enseignement et l'enseignant. La deuxième contrainte, c'est la difficulté lors de la délimitation de tâches. Vous allez voir dans le document, j'ai tracé un tableau en m'inspirant de questions plurielles. Ça, c'est une comparaison systématique entre les deux situations, c'est-à-dire situation en France et situation en Chine, pour montrer les différences entre les deux situations d'enseignement-apprentissage. Concrètement, ça veut dire un professeur chinois qui n'est jamais allé en France, il propose des activités, des tâches en classe, des fois loin de la réalité française. Bon, l'intégration, troisième contrainte, c'est, il faut dire, le cadre est adopté en quelque sorte dans un grand contexte très important, c'est l'intégration européenne. Alors aujourd'hui, l'Europe est unie
économiquement et politiquement, si bien qu'on encourage largement la mobilité des travailleurs européens. C'est dans cette perspective qu'on adopte le cadre, alors qu'en classe chinoise, il y a une caractéristique très évidente, ce sont des Chinois, des professeurs chinois avec des étudiants chinois. Donc c'est une homogénéité, non seulement en langue, mais aussi en culture. Le professeur, c'est pourquoi en classe, lorsqu'il s'agit d'un sujet approfondi, les étudiants préfèrent s'exprimer en chinois. Ils ne voient pas la nécessité de parler en français. Ils pensent que c'est faux. On fait semblant de communiquer en classe de langue parmi les Chinois. Alors, en ce qui est compétence partielle, tout à l'heure je disais que c'est un très bon concept. Alors, il faut aussi la nuancer dans le contexte chinois. Je pense ici plutôt au public spécialisé en Chine. Vous voyez, dès le départ, je disais en Chine, il y a plusieurs publics. Je pense ici public spécialisé en langue, ça veut dire dans mon université, par exemple, on recrute des étudiants. Ils apprennent le français pendant 4 ans et au bout de 4 ans, ils travaillent essentiellement dans la diplomatie ou dans la culture, dans le commerce. Ils vivent en quelque sorte du français. Alors je pense que pour cette catégorie d'apprenants ou du visage du français, alors on souhaite toujours qu'ils se développent dans les 4 domaines, 4 compétences en parallèle. Alors, il y a une autre raison pour nuancer cette compétence, c'est, je dirais, la loi générale d'apprendre une langue étrangère, y compris le français langue étrangère, parce que c'est l'acquisition d'apprendre une langue étrangère, on commence toujours par parler, écouter et écrire. C'est une règle générale, je pense. Voilà. En ce qui concerne le 6 niveaux communs de référence, je passe rapidement. Là, il s'agit d'un gros problème en ce qui concerne le système de contrôle chinois qui est caractérisé figé, sanction, sélection et exclusion. Alors que je pense que le système européen d'évaluation, c'est dans la perspective, dans l'esprit du progrès en faveur de l'apprentissage et moyen de quitter l'apprentissage. Je pense ici, plutôt en ce qui concerne l'évaluation, il y a grosso modo deux grandes catégories. C'est l'évaluation sommative, alors que l'évaluation formative. En Chine, je dois dire, on insiste plutôt sur la première. Donc, il pose des questions d'une double compatibilité en application de ces niveaux communs de référence. Enfin, les deux façons d'évaluer. Alors, l'évaluation européenne et le processus chinois d'enseignement-apprentissage des langues. Il y a une autre problématique pratique plutôt. Dans le cadre, on ne dit pas quel est le volume d'horaire pour atteindre tel niveau. Alors, Madame Evelyne Rosen, dans son ouvrage, elle a donné un tableau à titre indicatif. Je passe rapidement. Et si on suit ce tableau, on constate qu'en Chine, pour nous, les étudiants spécialistes de langue, nous enseignons le français en moyenne 16 heures par semaine. 16 heures par semaine, multiplié par 4 mois, un semestre, ça fait déjà quelques 212. Ça veut dire que nos étudiants de première année, ils atteignent théoriquement au niveau B2 au moins. Mais en réalité, non. Donc vous voyez, c'est un problème de compatibilité. Bon, après ça, je passe rapidement quelques propositions d'adaptation, 3 propositions de principe, de ne pas culpabiliser les acteurs de terrain. Ici, tout simplement, ça veut dire qu'il ne faut pas dire qu'avec l'approche actionnelle, le cadre, il est arrivé une nouvelle méthodologie constituée en Chine. Il ne faut pas dire que votre méthode d'enseignement est démodée, il faut changer du tout en tout. Voilà. Deuxièmement, il ne faut pas théoriser entre guillemets, c'est-à-dire justement dans la perspective d'une nouvelle méthodologie constituée, il est arrivé certainement une série de concepts ou de terminologies abstraites pour faire peur à nos étudiants.
Et troisième proposition, c'est de rester vigilant d'une possible dérive du fameux éclaircisme en Chine. Alors on sait très bien, depuis l'approche communicative, il n'existe plus, il n'y a plus une méthodologie constituée. On entre dans une ère d'éclaircisme selon Christian Curren, et ce qui est particulièrement vrai en Chine. Mais je voulais dire, l'éclaircisme est quelque chose, est un concept à une double tranchant. Quand on pousse à l'extrémité, alors il y a que éclaircisme mou, on voulait dire. C'est un peu de tout. Bien. Alors, quelques adaptations concrètes, je passe rapidement. C'est d'abord, je propose d'organiser la diffusion et la communication du cadre, et c'est pour cela que j'ai dirigé une équipe pour traduire le texte intégral, pour étudier, pour diffuser largement en Chine. Voilà, mener l'auto-formation, l'auto-apprentissage, bon, je passe rapidement, et envisager quelques démarches de remédiation. Voilà. Sur l'approche actionnelle, par exemple, on peut commencer par l'intraculturel, c'est-à-dire qu'on étudie le contexte chinois pour passer à l'interculturel. Troisième, et puis sur les échelles et les descripteurs, je passe rapidement. Je pense que Mme Evelyne Rosen, dans son ouvrage, elle nous a proposé une série de méthodes. Pour ce qui est de la compétence partielle, je propose une différenciation selon le public, c'est-à-dire étudiants spécialisés en langue, étudiants non spécialisés en langue et apprenants en formation continue. Bon, j'arrive à la conclusion. Donc 3A, c'est-à-dire appropriation dans le sens d'étudier de façon approfondie le cadre pour bien comprendre et saisir le sens. Adaptation, c'est contextualisation, et pour terminer, c'est harmonisation, c'est mettre en valeur de façon scientifique en quelque sorte. Alors, merci de votre attention.